tout va bien. Tiens, Benji. Tiens. Deuxième rang, il y a une psychopathe. Deuxième rang, psychopathe, sécurité. Sécurité, deuxième rang. Jolie blague avec un bonnet. Discrètement, vous l'embarquez. Ah. À partir de maintenant, vous n'allez plus rien manger. C'est-à-dire que moi, j'ai remarqué une chose, après une conférence de Marion Kaplan, à peu près 2 jours après, j'ai le sentiment que rien ne peut me passer ma bouche. J'ai une espèce de culpabilité, et quand tu penses à un truc genre bonbon, Kinder, Nutella, il y a une espèce de culpabilité rentrante. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça ne dure pas. La mauvaise, c'est que c'est dommage. En fait, il faut que je vous raconte quelque chose. Cette année, je pars au Canada. Alors voilà, je vais vous dire une chose, c'est quoi? Vous avez en face de vous quelqu'un qui aime manger de la viande. J'adore la nutrition. Je m'intéresse beaucoup à la nutrition. Je me suis intéressé à la psychoneuronutrition parce qu'un jour, des neurosciences se sont quand même posés ensemble pour dire, tiens, on sait que notre psychologie peut influencer l'organisation et la structuration de notre système neurologique qui a lui-même une conséquence sur la façon dont on va s'alimenter. Et ça me plaisait beaucoup. Parce qu'en plus, moi j'aime bien les gens qui vont à l'opposé. J'aime bien les personnes qui te prennent une idée ou un item, mais qui s'attardent à aller à l'opposé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart du temps, par exemple, sur tout ce qui était minceur, les personnes s'attardaient à dire, voilà ce qu'il faut faire pour qu'une personne qui est en surcharge pondérale devienne plus mince. Et les neuroscientifiques se sont dit, venez, on ne s'intéresse pas à ces gens-là, on va s'intéresser aux gens minces, tout seul. Mais on va voir pourquoi les gens qui sont naturellement minces le sont. Et on va les analyser. On va analyser ce qu'ils mangent, on va analyser le rapport qu'ils ont à la nourriture, et on va analyser aussi la façon dont ils structurent leur schéma de pensée et leurs habitudes. Et ça qui est intéressant, c'est qu'on a découvert que les personnes qui sont naturellement minces, on en connaît tous comme ça, des personnes, tu ne peux pas les voir. Moi, je bois un verre d'eau, je prends 4 kilos. Okay, et puis tu as la personne à côté de toi, elle bouffe sa mère. C'est-à-dire que dès qu'il y a un plat, une fois qu'elle a terminé le sien, elle a un œil sur le tien, discret. Si tu planques pas ton assiette, si tu fais pas ça, tu es sûr qu'elle va te bouffer tes trucs. Et elle est comme ça. Tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe, là, hein? Eh bien, les neurosciences ont dit, venez, on va analyser ça et on va essayer de comprendre. Et il y a un tas d'items qui ont construit d'ailleurs un programme que j'ai proposé qui s'appelle la psychoneuronutrition. Et je vous parlerai de ces principes-là ce soir parce que c'est vraiment intéressant. Ce qui est aussi intéressant, c'est que quand on écoute Marion, franchement, elle est top ou pas? Elle est exceptionnelle. D'abord, on pourrait l'écouter pendant des heures. Ça, pour moi, je suis content qu'elle soit là ce soir parce que c'est la vraie référence nutritionnelle. Et il y a une chose que j'aime profondément chez Marion, c'est son côté terrain. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui vont avoir cette aptitude à retranscrire une information, ce qui est déjà top, hein, okay, mais Marion, par contre, elle teste. Elle fait des choses, elle va au cœur des choses. Quand on va vous dire, bah, vous savez, manger bio, c'est quand même beaucoup plus intéressant que manger pas bio. Et bah, elle est allée voir le mec qui a fait des analyses sur les lumières ultraviolets pour être sûr que la densité vibratoire de l'aliment bio n'est pas le même qu'un aliment pas bio. Et ça, moi, cette démarche-là m'impressionne. Il y a un gars comme ça dans l'univers des neurosciences qui s'appelle Greg Braden. Et Greg Braden, je l'adore parce que justement, lui aussi, c'est l'un des rares à ne pas avoir une structure simplement universitaire, mais d'aller chercher des choses qui sont au cœur du problème. Mais on vit dans un monde qui est un monde de paradoxes. Je parlais ce matin à une amie, j'ai dit, tu te rends compte que le monde, il a changé? Regardez, il y a moins de 120 ans, la quasi-totalité des gens circulaient à cheval. Et quand une personne avait une voiture, c'était un homme riche. Aujourd'hui, tout le monde roule en voiture. Quand quelqu'un a un cheval, c'est un homme riche. Non mais, venez, on s'interroge sur ce truc-là. C'est-à-dire que si à l'époque, toi tu reviens, tu te balances 120 ans en arrière, vous êtes tous riches. Vous fonctionnez à cheval. En plus, quel luxe, vous prenez le temps de vous déplacer. Nature.
On n'a jamais eu autant de progrès dans l'univers médical. On n'a jamais eu autant de malades. Non, enfin, t'as un problème, les gars. Si à un moment donné, dans ton industrie, plus t'as de médicaments, plus t'as de malades, arrêtez. Faites moins de médicaments, on aura peut-être moins de malades. Ma mère, Dieu la protège. Ma mère, elle prend l'équivalence de 23 médicaments par jour. Sur ces 23 médicaments, les 2/3 d'entre eux sont là pour limiter les effets secondaires des premiers. Je vous jure que c'est vrai. C'est-à-dire que les mecs, c'est une aberration totale. C'est-à-dire qu'on te donne un médicament, puis un médicament pour contrer le médicament. Le médicament contre le médicament, par contre, il a un autre effet secondaire qui n'était pas prévu sur le premier médicament, mais qui pourrait éventuellement proposer encore un autre effet secondaire. Mais attention, il y a 2 autres médicaments pour ça. Naturellement, il faut colmater avec du béton armé l'estomac, parce que donc plus rien ne passe, donc le médicament, il reste, ce qui crée de l'acidité. L'acidité, il va falloir naturellement pouvoir le traiter par un médicament. Et là, tu dis, tu sais, maman, t'as pensé quand même à changer ton alimentation? Mon fils, c'est pas à mon âge que je vais changer. Vous avez entendu cette phrase-là ou pas? Ok. Alors, ces paradoxes, moi, ils me parlent, ils me touchent, et en même temps, je trouve que c'est une insulte à notre intelligence. C'est vrai, ça fait des années qu'on nous dit de jour en jour que travailler sur une intelligence alimentaire, une intelligence nutritionnelle, va nous permettre d'aller mieux. Et pourtant, vous voyez, un truc qui me choque. Vous savez ce qui me choque le plus ce soir? C'est pour moi l'une des soirées qui devrait être les plus importantes, c'est l'une des soirées Potentiel Magazine dans laquelle on a le moins de monde. Quand vous êtes là, vous êtes présents, on remplit quand même une partie de la salle. J'avais réservé tout le haut ici. C'est la première fois qu'on a aussi peu de monde dans les soirées Potentiel Magazine. Et il n'y a aucun match de foot. Certes, il fait froid dehors, ça ne justifie pas tout, d'accord? Mais il n'en demeure pas moins que c'est un sujet qui est quand même un sujet d'actualité, la nutrition. Ça veut dire que si vous êtes là ce soir, ou après quand vous allez regarder cette vidéo, parce que peut-être le titre sur la chaîne YouTube, il a été interpellant, c'est que le sujet est quand même suffisamment important pour qu'on avance là-dessus. Début de cette année, j'ai eu une période où je n'ai jamais autant travaillé de toute ma vie. J'ai été stupide. J'ai accepté trop de missions, parfois peut-être trop gentil. J'ai accepté trop de missions et je me suis cramé. J'étais fatigué. Donc déjà, quand on est fatigué, c'est difficile. Parce que curieusement, le rapport qu'on a à l'alimentation est un rapport un peu obsessionnel. Et vous savez, en plus, moi j'ai une difficulté supplémentaire, c'est qu'en tant que juif, je mange cachère. Ce qui est quelque chose de particulier. Quand tu voyages beaucoup, quand je voyage à Paris, ça ne pose pas de problème. Il y a beaucoup de restaurants cachers. Mais quand tu vas, par exemple, à Québec, va chercher un restaurant cachère. Donc, je me suis dit, pas de problème, je vais aller dans les véganes. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont les Québécois avec leurs véganes. J'ai le sentiment que, tu sais, que vegan, ça ne veut pas dire pas manger. C'est-à-dire que quand tu me donnes un plat de quelqu'un qui fait 90 kilos, qui fait du sport tous les jours, envoie la cam, juste. C'est pas parce que tu fais du vegan que tu es obligé de donner 2 asperges. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a une pénurie d'asperges dans ce pays, qu'est-ce qui se passe? Alors je me dis peut-être que c'est des asperges. Mais j'ai remarqué que les Canadiens avaient des pénuries sur tous les aliments. Alors j'ai dit, écoutez, j'adore le concept, hein. C'est très bon. Mais si on pouvait avoir autre chose qu'un échantillon, ce serait sympa. Comment ils font les bûcherons chez vous pour manger ici? Bah rien, non monsieur, les bûcherons ne mangent pas chez nous. Mange en face. Et en face, c'est une espèce de grosse cuisse de chevreuil avec une tronche d'orignal et tu dis, oula. Donc qu'est-ce que je fais? Je compense. Tu dis, vous avez du pain? Vous avez un peu de beurre, genre un demi-kilo? Merci. Et là, j'ai mangé de la semaine, je me suis gavé de pain. Alors que vous devez savoir une chose, c'est que moi, je fais le jeûne intermittent dont Marion parle, je fais le jeûne intermittent,
J'ai passé 12 jours à Québec. Franchement, en plus, il faisait entre moins 35 et moins 40. Donc, il y a un moment donné, les véganes, dès que tu vois juste une feuille de salade, t'imagines dans quel état de nerfs ça te met ou pas? T'as envie de buter tout le monde. J'avais peur de passer à côté de crèche, je vous le dis, j'allais faire un meurtre. Donc j'avais le sentiment d'être devenu un légume complet. J'ai perdu des kilos, mais j'avais froid tout le temps. D'accord? Ensuite, je rentre 4 jours en Israël. Et là, je me dis, oulala, je me gave de viande. Donnez-moi tout ce qui ressemble à de la viande. Je mange de la viande. Parce que après, en fait, je partais pendant 1 semaine dans un club de ski cachère avec la famille, machin truc, les copains. Alors, ce que je vous explique, moi, les vacances de sport d'hiver, c'est mon truc. Je kiffe. J'aime skier vite. J'adore skier. C'est l'un de mes sports préférés. Et quand je suis là-bas, je kiffe. Ça veut dire que je suis vous savez, le mec qui est sur le premier au tire-fesse. Non, c'est pas moi, je suis le deuxième. Je suis là. Et je vais skier toute la journée. On s'arrête juste pour manger, je retourne. Et en plus, c'est une période... Mon fils, qui est un très bon skieur aussi, c'est un truc qu'on partage tous les deux, on s'éclate. Donc là, je me dis, je ne peux pas faire mon jeûne intermittent. Parce que le matin, on en voit, et c'est très physique quand même, le ski. Il fait froid, tes muscles sont pas mal sollicités, et il va se passer un truc, le deuxième jour, et je vais me prendre une gamelle, mais quand je vous dis une gamelle, c'est-à-dire que je descends un matin, je skie vite et la piste était verglacée. Je vois, j'ai un boulevard en face de moi. Je me dis, je fonce. Et puis au moment où je dis, je fonce et que je pars, donc quand ça pique comme ça et que tu pèses le poids, vous savez, il y a un rapport de masse avec le poids, la vitesse. On a tous appris ça en physique. Et je vais trop vite. Et tu as juste un gamin qui a décidé de dire, je vais traverser la piste. C'est-à-dire que quand je le vois, je me dis, mon premier meurtre. Je l'évite de peu, je chope son quart, le gamin il vole quand même, ok. Moi je tombe, et quand je tombe, je me retourne sur le sol, ma tête elle frappe le sol, je sens craque sur mes côtes, et je vais glisser sur 150 mètres, je vous jure que c'est vrai, 150 mètres parce que c'était verglacé. Dans ma tête, je lui dis, ça s'arrêtera jamais. J'ai même eu le temps, un truc de dingue, comme quoi il faut regarder des documentaires sur Arte. J'ai eu le temps de me rappeler un documentaire, je vous jure que c'est vrai. Il y a un documentaire sur ces fameuses personnes qui sont extraordinaires, et je me rappelle un jour qu'il y avait un type qui était aux États-Unis, il y avait eu un ouragan, une tornade, il y avait une lampe de chevet qui avait frappé sa tête, et du coup le gars, il avait été, vous savez, comme un chiffon. Il était sonné et du coup, en fait, il a été embarqué. Il a été projeté à 300 mètres et les scientifiques disaient qu'en fait, c'est parce qu'il était complètement démembulé et qu'il avait généré aucune résistance que rien n'avait été cassé. Et moi, dans ma tête, je dis aucune résistance. Comme ça. Mais c'est-à-dire que, franchement, merci Arte. Hein. Je vous le dis, mais là, vraiment, peut-être même vous m'avez sauvé la vie. Et à un moment donné, ça s'arrête. Ça s'arrête, je me mets à genoux, j'ai l'une de mes meilleures amies qui est là, on était partis en couple faire du ski. Elle m'a vu, elle me dit, David, il est mort. Donc je me mets à 4 pattes, n'y voyez rien de sexy. Et là, je mets en vérité 5 minutes à reprendre mon souffle. Je suis sonné, mais vraiment, c'est la première fois que je suis sonné comme ça, avec un type qui s'arrête. Oui, alors là, je vous préviens, c'est quand même complètement con, vous allez beaucoup trop vite. Et là, tu as envie de dire, ta gueule. J'ai mal, en fait, en vrai, j'ai mal partout. Et il a fallu juste que je lui dise, monsieur, juste si je me lève, je vais vous frapper. C'est pas le moment, quoi. Vraiment pas. Là, je suis en train de scanner mon corps pour savoir s'il n'y a pas quelque chose de mort à l'intérieur. Je me relève tant bien que mal, j'ai rien, grâce à Dieu. Mais par contre, je me sens complètement épuisé. Donc je remange. À la fin de la semaine, j'ai super mal aux articulations. À la fin de la semaine, je peux même plus me mettre le pied par terre tellement j'ai mal. Je rentre à Tel Aviv, le dimanche soir, j'ai tellement mal, je me dis, tiens, il faut que j'aille consulter. J'ai un pote qui vient me chercher, et on va à l'hôpital de Tel Aviv.
Alors l'hôpital de Tel Aviv, autant vous dire que c'est un grand moment de solitude. Ça dure des heures et c'est pas des tendres les Israéliens. C'est-à-dire que quand ils te touchent, ils vous disent pas sur une échelle de 0 à 10, combien vous sentez la douleur? Le gars, il te prend ton bras, il dit Manishma, Manishma, non, Manishma, tu me fais mal, t'es con. T'es con? Je sais pas traduire en hébreu. Asshole, c'est ça, asshole, you, asshole. Et moi, je me dis, bon, j'ai une entorse, je me suis pété un truc pendant... Et le mec, il me fait, vous faites une acidose, en fait. Une acide quoi? Vous faites une acidose? Non, monsieur, je me connais mon corps. Là, j'ai une entorse, j'ai un truc sa mère. Il me dit, bah non, regardez les... Ça, là, c'est votre pied, il est bien. Les tendons sont bien, en fait. On va faire une prise de sang, mais pour moi, vous faites une acidose. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que si vous continuez comme ça, vous allez faire de la goutte. Le mec, il ne pouvait pas m'insulter autant de ma mère que ça. J'ai dit, monsieur, vous plaisantez ou quoi? Quand je pense que cette vidéo va être sur Internet, je sais que mes potes... Parce que vous, là, vous vous marrez. Mais ce genre d'information dans la bouche de mes potes, je suis mort. Je ne suis pas sûr de la mettre sur YouTube, celle-là. J'ai dit, monsieur, voilà, je vous explique. Je ne bois pas d'alcool. Je fais attention à ce que je mange. Je fais du jeûne intermittent. J'ai une super hygiène de vie. Je fais du sport tous les jours. Qu'est-ce que vous me parlez d'acidose, de goutte? Moi, les mecs qui font de la goutte, c'est des mecs qui... C'est pas moi, quoi. C'est des mecs qui font de la goutte, quand même. Et vous avez raison. Ceux qui font de la goutte, ils boivent de l'alcool. Souvent, ils mangent beaucoup de viande. Vous avez mangé beaucoup de viande ces derniers temps? Comment vous dire? On parle en kilos ou... Bah, j'étais un petit peu en manque parce que je suis parti pendant... Ah, mais monsieur, voilà, je vous explique. Quand on a une hygiène de vie, il y a un moment donné, si vous faites un écart, et que cet écart il est violent, vous le payez tout de suite. Et en fait, je vous expliquais, vous êtes en train de faire une immense inflammation. Alors voilà ce que je vous propose. On va vous donner une médicamentation, et puis après, ce que je vous propose, vous gardez cette médicamentation à vie, et puis vous n'aurez plus jamais ce genre de problème. Non, c'est-à-dire qu'en fait, les mecs, je ne sais pas pourquoi tu me fais ça, en fait. Pourquoi tu n'investis pas plus? Je viens de te dire, je fais du sport, j'ai une alimentation. Non, vous savez quoi, là, regarde. Juste passez-moi des antidouleurs. On va faire passer ça, mais votre médicament de à vie, j'en veux pas. Si je devais changer mon alimentation, mon hygiène de vie, je fais quoi? Il faudrait que vous fassiez ça, bien sûr. Ok, je vais le faire. Vous savez quoi, je l'ai fait? Plus aucun problème. Plus jamais aucun problème. Et puis en plus, je me suis dit, tiens, il existe quand même des choses de par le monde où il y a des études quand même sur tout ce qui est inflammation. J'en avais entendu parler et je vais vous dire une chose. Je savais qu'en neurosciences, on parlait beaucoup d'inflammation parce qu'on dit que le système inflammatoire et le taux d'acidité dans le corps a un impact sur la création des maladies neurodégénératrices et notamment des maladies auto-immunes dont parlait tout à l'heure Marion, et je suis à 20 000 % avec elle d'accord, ces maladies ne sont pas normales. Ça veut dire qu'il y a un dérèglement qui s'est fait au niveau du corps parce que la structure qu'on lui a donnée n'est pas opérante. Et moi, vous savez un truc, quand je fais de la recherche, je fais de la recherche. C'est-à-dire que je me dis, c'est qui la meilleure université dans le monde? En l'occurrence, là, on est à Atlanta. Cette université dans le monde sur qui elle a travaillé, là, en l'occurrence, sur les sportifs de haut niveau. Et on va se rendre compte d'une chose, c'est que la quasi-totalité des plus grands sportifs de haut niveau, attention, écoutez-moi bien, qui tiennent sur la durée. Parce que tu peux être champion une fois, ok? Mais ça ne fera pas toi un très 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 grand sportif. On peut gagner parfois par la chance, parce que quelqu'un s'est blessé, parce qu'il y a un concours de circonstances. Mais quand tu es 9 fois champion du monde de rallye, quand tu es 11 fois champion du monde de Formule 1, quand tu es champion du monde de MMA et que tu viens de péter la gueule à Conor McGregor. Conor McGregor. Le point commun de ces personnes-là, ils sont tous végétaliens.
Puis moi, dans ma tête, je pense à une femme qui est extraordinaire, qui, moi, a toujours été un grand héros pour moi. C'est Jeannie Longo. En France, Jeannie Longo, je ne sais pas si vous le savez, mais jusqu'à un âge, pour un sportif avancé, pas pour quelqu'un comme nous, mais pour un sportif, aller au-delà de 50 ans dans la compétition, c'est juste improbable. Eh ben, elle, à 50 ans dans la compétition, elle gagnait tout. Ok ? Elle est végétalienne. Je ne sais pas pour vous, mais moi, depuis que je suis tout petit, on m'a toujours dit que, par exemple, la viande, bah, c'était quelque chose qui te rend fort. Tu vas prendre la force du bœuf. En tout cas, j'ai pas pris son intelligence, hein, ça c'est sûr. Mais c'est intéressant parce que quand tu vas t'intéresser à tous les documentaires sur la nutrition, tous les livres sur la nutrition, au final, quand on regarde ce qui se passe entre l'alimentation végétarienne et l'alimentation animale, okay, on va se rendre compte d'une chose, c'est bizarre. On te dit, sois fort comme un bœuf. Ok ? La plupart des gros animaux, les bœufs, les éléphants, les hippopotames, sont végétaliens. Après, je te donne le micro après. Il y a aussi un truc, c'est qu'on s'est rendu compte aussi que la nourriture, ok, elle nous permettait aussi, la viande, elle nous permettait aussi d'être l'espace entre ce que mangeait le bœuf, ok, ou les animaux, ok, et le végétarien. C'est-à-dire, entre moi et les légumes, les fruits, tout ça, il y a des animaux. Je ne suis pas en train de vous dire de devenir ou végétalien ou végétarien. Je suis un mangeur de viande. Et en plus, une fois par semaine, pour moi, c'est une mise-va de manger de la viande. C'est important. J'aime bien ça. Par contre, je remarque une chose. C'est quand je change radicalement mon alimentation, que je mets beaucoup plus d'aliments bio, des aliments crus, c'est bizarre, et mon énergie est bien différente. Et en plus, ça se marie très bien avec mon jeûne intermittent. Je remarque que mon sommeil il est de meilleure qualité, je remarque que ma créativité est plus grande, que mon énergie est fertile, que ma libido est exceptionnelle. C'est pas moi qui le dis. En tout cas, je remarque que j'ai suffisamment d'énergie pour mener à bien tous les projets que j'ai envie de mener. Et ça devient vraiment intéressant. Ça veut dire qu'en fait, on nous dit que notre alimentation, c'est notre premier carburant. C'est génial. Maintenant, excusez-moi, tout ce que je vous dis là, vous le savez, vrai ou pas? Je vous ai rien appris. Vrai ou pas? Alors je me casse. C'est-à-dire que je ne sers plus à rien. Ma carrière tire à sa fin. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est finalement pourquoi, si nous savons ça, pourquoi quand on a des informations comme celle de Marion, pourquoi on ne change pas notre alimentation tant que ça au final? Pourquoi alors qu'on sait pertinemment aujourd'hui que la planète dans laquelle nous vivons, sur laquelle nous vivons, d'accord, a des problèmes d'effet de serre, et qu'on nous dit que ce problème de gaz à effet de serre, en fait, il est jusqu'à 3 fois plus important à cause de la production bovine que tout le reste. Que l'Amazone est en train d'être décimée. L'Amazone est en train d'être décimée tous les jours. C'est ma fille qui me disait raconter ça l'autre jour. Elle me disait, j'ai lu un article passionnant, c'est que l'Amazone est en train d'être décimée parce qu'à la place, ils plantent des champs de soja pour nourrir les bœufs. Les gars, il y a un moment donné, on n'est pas en train de marcher sur la tête. Ce ne serait pas un autre paradoxe, ça aussi? Alors, une fois encore, moi aussi, il y a un truc qui m'a profondément touché, c'est quand je suis allé en Inde. Ceux qui me suivent sur Internet savent à quel point je suis attaché à mes animaux. J'ai 2 chiennes, c'est juste les amours de ma vie. C'est-à-dire qu'elles font partie de ma vie, on les aime comme nos enfants. Il n'y a que ceux qui ont des animaux et des chiens qui comprennent ce que je suis en train de dire, vrai ou pas? C'est-à-dire qu'ils font partie de votre vie. C'est-à-dire que je ne peux pas envisager, moi, ma vie sans ces animaux, et puis surtout sans leur présence et l'amour qu'ils me donnent et que je leur donne en retour. Et parfois, tu regardes un documentaire ou tu regardes la télé et tu t'aperçois que dans un autre pays,
il mange les chiens. Avec des trucs atroces. Il les dépece. Parce qu'il y en a qui se sont dit, quand on les dépece vivants, en fait, les toxines qui vont être libérées rendent la viande meilleure. Ok. Donc tu te dis, mais c'est quoi ces chiens galeux, en vrai? Puis quand tu vas en Inde, les mecs, tu t'aperçois que à Calcutta, en plein milieu de Calcutta, les mecs crèvent de faim. D'accord? Je n'ai jamais vu autant de misère qu'à Calcutta de toute ma vie. C'est-à-dire que cette misère-là, les odeurs que vous sentez quand vous êtes au cœur de Calcutta, ces odeurs, elles restent imprégnées dans votre mémoire à vie. J'ai vécu l'un des plus grands moments d'ouverture d'esprit de ma vie quand j'étais là-bas, mais j'ai en même temps vécu l'un des plus grands moments d'horreur parce que à ce moment-là, je n'imaginais pas qu'une telle pauvreté et une telle misère, au sens profond du mot misère, pouvait exister. Donc tu as des gens qui crèvent la faim, ils meurent de faim. Il y a une grosse vache qui passe dans la rue. Tu as envie de leur dire, les gars, il y a une opportunité qui se présente, écoute-moi bien. Tu peux faire au moins 4 mois sur elle avec ta famille. Et là, les gars, ils te regardent avec des yeux. C'est-à-dire que tous, quand la vache, elle passe, ils la caressent. Aucun n'a idée de la bouffer. Okay. Et c'est-à-dire que je me rends compte à ce moment-là que le rapport qu'ils ont à la vache sont le même que celui que moi j'ai avec mes animaux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est juste une question de culture. C'est-à-dire que moi j'imagine très très bien que quand eux regardent un documentaire dans leur petite lucarne, à voir ce que les mecs ils font pour tuer les animaux, et encore, moi je me préserve de manger cachère, le rapport à la façon de tuer les animaux sont différents, mais ça reste la même chose au final. Je suis en train de manger leur être sacré. Okay, et je me dis, mais finalement, est-ce que c'est juste aussi ce que je fais? Donc il y a un rapport, aujourd'hui je développe une conscience où j'ai de plus en plus de mal et de scrupules à manger de la viande. Et je suis intimement persuadé qu'à terme, c'est quelque chose que j'essaierai d'éliminer de ma vie. Okay, alors, je sais que ça génère des carences, je sais que je ne suis pas pour l'extrémisme comportemental dans quelque nature que ce soit. Okay, mais je me rends compte en tout cas que changer son alimentation, c'est la base aussi d'un changement d'un rapport à soi-même. C'est-à-dire qu'aussi, vous devez savoir que aujourd'hui, je ne vous l'apprendrai pas non plus, la drogue que représente le sucre est une drogue encore plus puissante au niveau de l'addiction que la cocaïne. C'est-à-dire qu'on est tous addicts, pour la plupart d'entre nous, au sucre. Le problème, c'est qu'il y en a partout. Parfois même dans des eaux gazeuses. Dans des eaux gazeuses, juste l'eau gazeuse, il y a du sucre dedans. Tu vas dans tous les restaurants chinois, il y a du sucre dans la nourriture, parce que c'est un rehausseur de goût, parce que c'est un très bon conservateur. Et puis parfois, les aliments qui ne sont pas super frais, quand tu mets du sucre, ça passe. Donc pour l'industrie, le sucre, c'est une manne. Pour le corps, c'est un poison. Ok ? Je sais que Marion est adepte du professeur Perlmutter. Le professeur Perlmutter vous dira, lisez les livres de David Perlmutter. J'ai eu la chance de rencontrer ce monsieur aux États-Unis. Et lui, en fait, c'est quand même à vraiment avoir révélé très largement aux États-Unis. En France, il y en avait d'autres déjà qui avaient mené ce combat, bien avant lui d'ailleurs, sur le fait que le gluten et le sucre étaient les deux les pires ennemis du cerveau. Okay ? Mais une fois encore, c'est intéressant de voir que, malgré qu'on sache tout ça, nous ne changeons pas, la plupart du temps, notre rapport à notre alimentation. Donc la question, c'est, finalement, c'est quoi la priorité dans notre vie? Je rencontre tous les jours des personnes qui me disent une chose. Je rêve de réussir ma vie. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, en fait, en vrai, tout ce que je donne comme conseil, c'est pourquoi? Vous aider à réussir votre vie. Parmi ceux-là, je me rends compte trop souvent qu'il y a des conseils sur lesquels je n'ai pas suffisamment insisté, c'est la nutrition. Et c'est la raison pour laquelle aussi, avec Benjamin, Lucie, toutes les équipes, on avait décidé aussi de proposer que Marion vienne faire une intervention ici. On avait fait une très bonne intervention il y a quelques années dans le cadre d'un séminaire qui s'appelait « Le réveil de ta force ».
Et c'était pour moi important, quand on veut s'éveiller, quand on veut s'éveiller, quand on veut se réveiller, quand on travaille, on parle sur la logique de force, de comprendre que la base, c'est la nutrition. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a 3 choses qui nous permettent de fabriquer une machine qui va justement nous offrir l'opportunité de pouvoir réussir. Vous savez, il y a des basiques. C'est-à-dire que tu prends une voiture, tu peux prendre la plus belle voiture du monde. Prenons une Ferrari. Si vous aimez les Ferrari, j'aime pas personnellement, mais prenons Ferrari. La plus belle des Ferrari, si elle n'a pas de carburant, elle n'avance pas. Tu peux faire tout. Regardez comme elle est belle, elle est brillante, elle n'a pas de carburant. Elle n'a pas d'énergie. Tu peux prendre le cerveau le plus puissant de la planète, s'il n'a pas d'énergie, c'est pas possible. Il y a un nombre de personnes incalculables qui parfois me posent la question, David, avec toutes les activités, comment tu fais pour faire tout ça, comment tu t'organises? Les gars, c'est pas une question d'organisation en fait. Parce que je ne suis pas quelqu'un d'organisé. Voilà. Je suis quelqu'un qui a de l'énergie. Ça veut dire que du début de ma matinée jusqu'à très tard le soir, je suis actif. Je suis actif, je produis et je suis efficace dans ce que je fais. Pourquoi? Parce que j'ai de l'énergie. D'accord? La première grande source d'énergie, c'est ta nutrition. Et la qualité de l'énergie que tu vas mettre dans ton corps va déterminer la façon dont tu vas la transformer, qui va déterminer la qualité de l'énergie interne, qui va déterminer ta capacité à te mouvoir. C'est-à-dire que si tu me poses la question « qu'est-ce que je dois faire pour réussir ?» Premièrement, reprends le contrôle de ton alimentation. Fais attention à ton alimentation et interroge-toi. Puis vous savez quoi? Il y a un moment donné, écoute ton corps, quoi. Pas ton mental, ton corps. C'est un truc de fou sur l'alimentation parce que quand je me suis intéressé notamment au régime, dans le cadre de la psychoneuronutrition, j'ai lu tous les bouquins, ou la plupart de ceux qui étaient sur le marché. C'est passionnant, comme quoi les mecs, des grands professeurs, hein, peuvent dire la chose. Tu vas prendre un type qui est un grand professeur, hein, il dit le contraire. Mais avec une conviction, avec des études. Et c'est en fait super flippant quand tu t'aperçois qu'il y a une communauté de personnes qui vont vous dire des choses qui tiennent la route. Tu dis « Ah, c'est génial !» Et puis le lendemain, il dit « Bah non, certainement pas. Non, non, bon, je ne suis pas du tout d'accord parce que les dernières études ont montré que... » Et en fait, je me suis dit « Mais finalement, ces mecs-là, ils ont tous raison, mais ils ont surtout raison sur une chose, c'est que ça marche pour eux. » C'est-à-dire que on a rencontré des personnes qui écrivent des très bons bouquins sur les régimes, ok ? Et quand tu parles avec elles, elles ont une conviction parce que ça a marché pour elles. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais malheureusement, ce qui a marché pour toi, vraisemblablement, ça va certainement pas marcher pour moi. Pour un tas de conditions. D'abord, parfois des conditions qui sont neurologiques, parfois des conditions qui sont psychologiques, parfois des conditions qui vont être héréditaires, génétiques. Donc en fait, ce que dit la psychoneuronutrition, c'est dit qu'à un moment donné, ce serait peut-être bien que tu arrêtes d'écouter l'extérieur pour écouter l'intérieur. Par exemple, l'un des premiers principes qu'on va apprendre aux personnes dans la psychoneuronutrition, c'est un truc de base. Vous allez me dire, mais David, c'est évident. Mais personne ne le fait. Très rarement. C'est de mettre de la conscience quand on mange. C'est-à-dire que, regardez le monde dans lequel on vit, on fait partie de ces générations, on veut tout. C'est pas un mal en soi. Je trouve que c'est plutôt un bien de vouloir une vie équilibrée dans nos différents domaines de vie. Et je trouve que c'est vraiment une différence qu'on peut opposer, par exemple, à nos anciens. Mais il y a une conséquence à ça. C'est qu'on veut tout, mais au même moment. C'est-à-dire que, du coup, ce qui devrait être l'un des moments les plus importants de notre journée, qui s'appelle s'alimenter, ok, devient l'un des moments qui parfois est le moment le plus bâclé. Le truc, c'est ne perdons pas de temps. Et c'est pour ça que pour ne pas perdre de temps, on a inventé le fast-food, parce qu'il fallait quelque chose de rapide en termes de nourriture.
Ok ? Il y a un problème à ça. C'est que moins tu es conscient de ce que tu manges, moins le cerveau il a le sentiment que tu t'es alimenté, et moins il enclenche toute la neurologie qui va conditionner, par exemple, une bonne digestion, ou un engagement, ou les bonnes sécrétions. C'est-à-dire que d'abord, on doit manger dans sa tête. Ça veut dire que chaque fois que tu manges, en regardant la télé, même une bonne série Netflix, hein, ton Instagram, qui n'a jamais mis un téléphone sur sa table pendant qu'il était en train de manger, qui n'a jamais répondu à un WhatsApp pendant qu'il était en train de manger. Vous savez qu'on sait, de sources sûres, je vous en avais parlé sur la logique d'apprentissage, qu'à partir du moment où vous avez un téléphone portable juste sur votre bureau quand vous êtes étudiant, vous rédigez de 30% votre capacité à apprendre. Simplement parce que il y a une partie de votre cerveau qui est concentrée sur le fait que peut-être à un moment donné, il va y avoir une alerte, et que pendant que vous êtes là-dessus, eh ben, vous n'êtes pas du tout à ce que vous êtes en train d'apprendre. 30%. C'est-à-dire que si tu avais le réflexe de dire « je mets ça sur avion pendant 1 heure, le temps d'apprendre ma leçon », le simple fait que ça soit ça dans ton cerveau, t'oublies le truc et t'enregistres mieux. Un truc de psychopathe quand même. C'est fou. Juste ce simple geste. Alors imaginez maintenant ce que ça sur l'alimentation et sur la capacité de se concentrer quand on mange. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que quand on mange et qu'on est distrait, d'accord ? Ça veut dire qu'on n'est pas concentré sur ce que l'on fait. Si vous me demandez la définition de la concentration, c'est ce qui me distrait de tout ce qui me distrait. C'est-à-dire que pour être concentré, il faut que je porte mon attention sur quelque chose. Et en portant mon attention sur cette chose unique, le reste n'importe pas. C'est le joueur de tennis qui est là. Putain, il y a du monde aujourd'hui. Il est en forme, le petit con. Il est en forme. Moi, j'en peux plus, là. Le match d'hier, il m'a dans les pattes. Je peux plus. Tu sens bien que le mec, à chaque fois qu'il frappe dans la balle, c'est pas une balle qui frappe, c'est une menace. Pourquoi ? Il n'est plus concentré. Alors, il est peut-être con et centré, mais il est plus concentré. Okay ? Pourquoi ? Parce que il a un processus interne. Ce processus interne, en fait, le fait s'éloigner de sa logique de fonctionnement automatique. Alors, je vais vous le donner sous forme d'équation. Vous pouvez la noter si vous avez des petites notes. La performance égale à grand P moins I fois M. Vous avez la définition de la performance parfaite. La performance égale mon potentiel, tout ce que j'ai acquis à l'entraînement, mon expérience, mes connaissances, mes aptitudes, mes réflexions, mon potentiel moins mes interférences, la fameuse petite voix, multiplié par ma motivation. Quelqu'un qui est motivé et qui sait mettre de côté ses interférences va pouvoir libérer son potentiel parce que le cerveau rentre en arrosage automatique. Le cerveau prend le relais. Vous savez ce qu'on fait quand on travaille avec un sportif de haut niveau ? C'est très simple. À partir de maintenant, tu arrêtes ce langage interne, mais pour t'arrêter ce langage interne, tu ne peux pas dire à une personne « arrête ton langage interne ». Quand tu dis à une personne « arrête ton langage interne », il langage interne encore plus. Par contre, tu dis, voilà, à partir de maintenant, je vais te demander de te concentrer, de porter ton attention de façon spécifique sur la courbe que va réaliser la balle, et je veux que tu vois la marque d'un lobe de la balle, à quel moment elle frappe le tamis. Ce qui va me permettre de faire 2 choses. Un des basiques au tennis, observer la courbe et observer la balle. Et la deuxième chose, comme le cerveau ne peut pas se concentrer sur 2 items consciemment en même temps, chaque fois que tu lui donnes une instruction spécifique, il n'y a plus de petite voix. Moi, je me rappelle un truc exceptionnel. Ma mère nous montrait une vidéo, vous savez, les vidéos Super 8 de quand on était petit, où c'était juste après le muet, voilà, et ça commençait la couleur. Une couleur. Et elle nous filme et on était
sur une plage de Normandie avec des galets, et elle nous voit en train de marcher, elle nous appelle, et on marche timidement avec nos 2 pieds, mon frère jumeau et moi, et à un moment donné, il y a un sac plastique qui vole. Et ma mère veut l'attraper. Et là, on regarde le sac plastique et on se met à courir sur 200 mètres pour savoir qui va attraper le sac plastique. Quand on chope le sac plastique, quand on revient... Il y a 2 minutes, on était en train de courir sur les galets. On n'était plus concentré sur la douleur ou sur la difficulté de ce qu'on voit. Notre attention était tellement focalisée sur le sac plastique qu'on oubliait tout le reste. Ce que Tony Robbins va vous faire quand vous faites marcher sur le feu au passage. Okay, et c'est fou parce que moi, il y a un truc, j'ai marché 3 fois sur le feu dans ma vie. La première fois, dans l'univers des arts martiaux, il y avait un type qui faisait du ninjutsu. C'est-à-dire que le mec, il nous mettait dans une sorte de méditation transcendantale pendant presque 6 heures pour qu'on marche sur le feu. Okay, après, je vais chez Robbins, beaucoup plus rapide. En 2 heures, le mec il nous fait marcher sur le feu. Puis un jour, j'ai un professeur belge qui organise un week-end dans lequel on fait « On va faire une marche sur le feu alors ce week-end. Et je vais vous montrer un truc extraordinaire. On n'a pas besoin de préparation mentale. Il faut juste que l'attention neurovisuelle intercède au niveau de l'échange hémisphérique. » Alors, c'est vachement scientifique ce que je viens de vous dire. Par contre, visuellement, c'est de la merde. C'est-à-dire que le gars, à partir de maintenant, juste vous relevez parce que le pantalon ne doit pas prendre feu naturellement. Donc, montez les choses à la mi-mollet. Et après, vous ferez comme moi. Et là, tu dis, je me suis trompé d'études. Ce mec est mon prof, quoi. Et moi, je me dis dans ma tête, comment je vais expliquer un jour à quelqu'un qui a des difficultés psychologiques, écoute-moi bien. Concentre-toi bien. Vous savez quoi? Ça marche. Exceptionnel. Et c'est intéressant de comprendre que lui, il m'avait expliqué que quand tu es concentré là-dessus, quand tu as des choses où ton regard visuel il est chopé, il y a un moment donné, tu stimules des zones spécifiques de ton cortex visuel qui bloquent, parce que tu es dans la concentration visuelle, l'accès à un ressenti qui est proche de la logique périphérique limbique. Ça ne fonctionne plus. C'est intéressant. Ça veut dire qu'en fait, on est en train de nous dire que chaque fois que tu es concentré sur ce que tu fais, eh ben, il va y avoir tout un système opérant. Chaque fois que je porte mon attention sur ma balle, à ce moment-là, il se passe un truc géantissime. Géantissime. Le cerveau fait... Je ne sais pas pour vous, mon cerveau, il parle en belge. Le cerveau, il fait... Bah alors, je crois qu'il est complètement concentré sur la balle. Peut-être il est bien de reprendre le relais de tout le reste, alors. Je vais vous raconter une expérience magistrale, magique. J'ai fait beaucoup de compétitions de karaté. Beaucoup. Très haut niveau, on a fait du championnat de France, on a fait du championnat d'Europe. On a kiffé, vraiment. J'ai voyagé dans le monde grâce à ça aussi. J'ai découvert des gens incroyables. Mais la plus belle compétition que je garde de ma vie, c'est des championnats de Normandie junior. À l'époque, je vais être inscrit donc, en Pôle France. Et il y a un monsieur, pour ceux qui connaissent, qui s'appelle Dominique Valera. Ça vous parle, Dominique Valera? Il y en a qui ont connu Dominique Valera dans cette salle? Vous avez plus de 60 ans, ok? Non, Dominique Valera, c'est un grand monsieur, très grand combattant dans le karaté, très grand combattant dans l'univers du kickboxing. Et un jour, il nous a fait un stage de 3 jours. J'avais apprécié ce monsieur, il était propre, il était sain, il était génial, très prévenant, très gentil, toujours prof de ses élèves. Et ce jour-là, il faut que vous sachiez que les championnats de Normandie, pour moi, c'était easy. Parce que depuis que j'étais mini poussin, je les avais remportés. Donc cette année, je m'étais entraîné, j'étais super bon, j'étais à l'aise. Je me dis, finger in the noise. Et là, j'arrive devant un mec un peu plus grand que moi, les cheveux un peu rasés, beau métis, beaucoup d'allure, mais dans ma tête, je m'en fous, je vais te péter la gueule. Il va se passer un problème. C'est qu'à peine je me suis mis en garde, le mec, il me descend. C'est-à-dire que j'ai pas le temps de comprendre ce qui m'arrive. Le mec, il me choupe, il prend 2 points. Le temps que je reviens, il revient, éliminé. C'est quoi cette connerie là?
Je dis, mais c'est moi quand même. Et j'ai dit, mais ça se trouve, tu viens même pas de Normandie. Il dit, peut-être, non, mais peut-être qu'il vient de la Guadeloupe, lui. On peut contrôler qu'il est normand. Effectivement, il venait de Martinique, mais maintenant il habite en Normandie. On peut changer le règlement. Et là, j'ai vraiment les nerfs. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que je suis capitaine de l'équipe. Le problème, c'est qu'après, en équipe, comme il est dans ma catégorie, je vais retomber contre lui. Parce que son équipe, je sais où il est et je sais que quoi qu'il arrive, on va tomber contre eux. Vous savez quoi? On va tomber en finale contre eux. Vous savez quoi? Les capitaines, ils tirent en dernier. Vous savez quoi? Si je perds mon combat, je fais perdre mon équipe. Vous savez quoi? À ce moment-là, j'ai envie de me chier dessus. Non pas parce que j'ai peur de lui, mais parce que j'ai tellement pas envie de faire perdre mon équipe. Et il va se passer un truc prodigieux à ce moment-là. Mon prof de l'époque va prendre son cahier quand il apprend que je vais le taper en équipe, et il fait ça au sol. Putain! Genre, on est mort. Comment vous dire qu'à ce moment-là, son leadership, moyen. C'est-à-dire que je me sens pas trop encouragé par ses paroles positives. J'ai envie de dire, tu sais, plus tard, quand je serai grand, je ferai une école de coaching. Si tu viens pas, je te bute. Donc là, moi, pour la première fois, j'ai envie de vomir. Et je vais dans le vestiaire. Ma plus grande chance, c'est que dans le vestiaire, il y a un homme qui va rentrer, c'est Dominique Valera, qui vient me voir. Moi, je suis assez méconnaissable parce qu'à chaque fois que je suis dans un groupe, je fais le con. Et limite, je suis repérable parce que j'ai fait le con. D'accord? Donc, tu m'oublies pas logiquement. Et il vient me voir, il fait, David, qu'est-ce qui t'a pris tout à l'heure? Écoute, je sais pas, je peux pas te dire. Ah, mais moi, je vais te le dire. T'étais pas dedans? T'as péché par orgueil? Je vais t'expliquer, un combat, ça se joue pas pendant, ça se prépare avant, ça se joue pendant et ça se comprend après. T'es pas rentré concentré. Le mec, lui, il était déterminé. C'est-à-dire que le temps que tu réagisses, c'était trop tard. D'ailleurs, j'ai compris aussi ça bien après quand je regardais les matchs de tennis des Français. Regardez les Français, souvent le commentaire, il est le même. Ah là là, ça y est, enfin, Cédric Pioline rentre dans le match, il est dedans. Mais ça fait juste 4-7 qu'il a perdu. C'est-à-dire le mec, il a décidé, ok, au 5e set qu'il a perdu, il a décidé à l'avant-dernier jeu de se dire, non, j'y vais. Non, c'est tardement pas, je ne vais pas me laisser faire par lui. Trop tard, trop tard. Et je lui ai dit, mais c'est chaud parce qu'il est bon quand même le garçon. Il n'est pas meilleur que toi. Hein. Il n'est pas meilleur que toi. Il est juste un peu plus explosif. Ça veut dire qu'il faut que tu mettes la pression. Alors je vais dire, David, voilà ce que tu vas faire. D'abord, tu dois avoir un mental dans lequel tout de suite tu rentres dans le combat et tu le colles. Parce que ce mec, il a des très grandes jambes et son truc, c'est les jambes. Colle-le, ne lui permets pas la distance de jouer son jeu. J'ai dit, ok. Il me dit, maintenant, tu vas écouter un conseil. Pendant tout ton combat, je te demande de te concentrer sur 2 choses. Ou l'une ou l'autre. Sur l'air entre tes mitaines de combat. Vous savez qu'on a des mitaines de combat et on sue beaucoup, en fait. Et en fait, ici, c'est toujours humide. Et l'air entre tes doigts de pied. Je te demande de ressentir l'air dans tes mitaines et dans tes doigts de pied. Juste, fais ça, s'il te plaît. Oh, ouais. Tu me fais confiance? Mais à 100%. Non seulement je lui fais confiance, mais je sais que ce mec, avec l'expérience qu'il a, il ne peut pas me donner des trucs bidons. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ou alors, c'est le meilleur ami du Martiniquais. Et là, dans ces cas-là, j'ai tellement un karma de merde qu'il faut que je change de sport. Mais c'est intéressant parce que vous avez déjà essayé de sentir l'air dans vos doigts de pied? Non, amuse-toi juste ce soir quand tu rentres peinard, tu retires la chaussette. Et là, tu essayes de sentir l'air dans tes doigts de pied. Faut être quand même rapide. Mais pendant que tu te concentres à ça, tu ne te concentres à plus rien. La prochaine fois que vous êtes stressé, écoutez, tu es stressé, tu as un patron à la con qui t'a mis la pression,
t'enlèves tes chaussettes. Le fais pas devant lui. T'enlèves tes chaussettes et puis t'essaies de sentir tes doigts de pied comme ça. Juste, pas te donner un coup de pied, hein, les doigts de pied. Eh ben, tu vas te rendre compte que quand tu fais ça, tu n'as plus de langage interne. Donc j'ai appliqué le principe de pression et j'ai tout fait pour sentir mes coups. Vous savez quoi? J'ai fait 2 choses ce jour-là. J'ai gagné. C'est pour moi ma plus belle victoire. Parce qu'il n'y a rien de plus beau de gagner sur ses peurs, d'aller au-delà de ses peurs en mettant de l'intelligence dans ce que tu es. Je trouve que c'est la meilleure des choses. Et c'est pour ça que tout ce qui est développement personnel, coaching, pour moi, ça répond à cette notion-là. La deuxième chose que j'ai fait, j'ai changé d'entraîneur. Parce qu'il n'était vraiment pas à la hauteur. Mais c'est important de comprendre que la concentration, c'est quelque chose d'essentiel. Maintenant, combien de temps passons-nous à nous concentrer quand on mange ? C'est-à-dire que la plupart du temps, on n'a même plus les saveurs. Surtout que les goûts ont beaucoup disparu sur les 25 dernières années à cause de l'industrialisation à outrance. C'est-à-dire que parfois une carotte, tu as mangé une carotte, tu ne sais même pas que c'était une carotte. D'accord ? Tu ne peux le faire que quand tu vas te concentrer. Il y en a qui connaissent la cohérence cardiaque ici ? Très bien. Alors, juste que vous sachiez qu'en France, nous avons les plus grands œnologues du monde entier. Sur 5 des plus grands œnologues, je ne savais pas qu'il y avait une fédération avec différentes catégories, sur les 5 plus grands œnologues du monde entier, 4 sont français. Nous sommes la patrie du vin. Nous sommes la patrie de la connaissance du vin. Nous sommes la patrie de l'excellence dans l'univers du vin. Vous savez ce que tous ces œnologues ont en commun ? Ils font de la cohérence cardiaque pour augmenter le goût. Vous savez, la prochaine fois que vous serez en train de boire du vin, je vais vous proposer une expérience. Vous prenez le vin et vous le goûtez. Ensuite, juste ça, pendant juste 2 minutes, vous vous mettez en cohérence cardiaque. J'inspire sur 5 temps, j'expire sur 5 temps. Je vais me concentrer en imaginant que l'air rentre par mon cœur et sort par mon estomac, juste pendant 2 minutes. Vous faites ça, et vous ne faites pas de pause. Ça veut dire, ça fait... D'accord ? Ça ne fait pas... Je bloque, et je laisse. Ça, je ne fais pas ça. Ça, c'est incohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, ça fait ça. Si vous regardez les gestes de Tai Chi, on est toujours sur un mouvement qui dure 5 secondes. Et c'est bizarre. Un maître Tai Chi est en cohérence cardiaque du début jusqu'à la fin de sa séquence. C'est bizarre, il n'y a aucun problème de problème cardiaque chez les personnes qui font du tai chi. Je dis ça. Eh bien, vous allez vous percevoir que si vous faites de la cohérence cardiaque et qu'ensuite vous goûtez votre vin, vous savez, parfois quand on goûte un vin, même très bon, on a quand même le côté du goût de l'alcool. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Quand vous êtes en cohérence cardiaque, vos papilles gustatives, elles s'ouvrent. Et à ce moment-là, vous pouvez tout sentir. La terre du vin, vous pouvez sentir les groseilles, vous allez pouvoir avoir des saveurs en bouche que vous ne pouvez pas imaginer. Ça veut dire quoi en fait? Qu'à ce moment-là, vous avez mis une conscience supérieure dans la façon dont vous vous nourrissez. Jamais, je dis bien jamais, j'aurai le niveau d'expertise en termes d'alimentation que Marion Kaplan est là. Et c'est pour ça que moi, par exemple, dès que Marion elle écrit un bouquin, on l'a à la maison. Tout à l'heure, mon épouse m'a appelé, elle me dit « Surtout si Marion est là et si elle nous son nouveau bouquin, dis-lui qu'elle m'en garde un. » La chance, c'est qu'elle n'en avait qu'un. Parce que Sarah, qui est à Marseille, dit « Ils sont déjà en rupture de stock. » Tu m'étonnes. Parce qu'à chaque fois que Marion elle écrit un bouquin, c'est une bombe. D'accord? Moi, par contre, je vais prendre cette information et je me dis « Ok, maintenant, comment je mets plus de conscience pour mettre ça en place dans ma vie ?» Elle a écrit un très bon bouquin sur le paléobiotique. Incroyable bouquin. Moi, on disait « Tu fais, toi, le paléo ?» Non, je ne fais pas, Léo. Non. Non. Et pourtant, je me rends compte que
plus mon alimentation elle va par ça, plus je me développe. C'est-à-dire que j'ai mis des années à être dans une logique dans laquelle, pour moi, la psychologie, la neurologie, c'était quelque chose d'essentiel. Mais je me rends compte que tout ça ne fonctionne bien qu'à partir du moment où ton alimentation elle est bonne. C'est-à-dire que notre priorité, mes chouchous, ça devrait d'augmenter notre conscience nutritionnelle. C'est-à-dire, d'abord, prendre un vrai temps pour soi quand on mange. Mais une fois encore, de manger comme un bon combat de karaté. On le prépare avant, on en profite pendant, et on comprend tout ça après. C'est-à-dire qu'un repas, ça prend du temps. C'est vrai que ça prend du temps, mais vous devez prendre plus de temps pour manger. Vous devez éliminer toute forme de distraction pour manger. C'est intéressant parce qu'un jour, j'ai eu la chance de donner chez des frères jésuites. On était en pleine, dans les hauteurs de Haute-Savoie, dans une abbaye. Ils m'ont dit, est-ce que vous pourriez nous former au coaching? Oui, j'ai envie, c'est une bonne expérience, je veux le faire. Moi, quand on propose une expérience complètement dingue, je le prends. Et je savais que, je ne sais pas pourquoi, avec eux, ce serait complètement dingue. Juste, il faudra coordonner, quand vous êtes avec nous, votre apprentissage à notre rythme de vie, parce qu'on ne peut pas changer toutes nos habitudes, mais on a besoin de se former. Donc au lieu de faire 3 jours, je faisais 4 jours, pas de problème, charmant comme tout, j'ai été accueilli comme jamais, d'une gentillesse. Le lit, autant vous dire que c'était pas ça, ok. Le parc exceptionnel à l'extérieur, très petit à l'intérieur, ok. Donc, je dis, c'est quoi le programme? Comment ça se passe? Bah, écoutez, demain, on vous invite à se lever avec nous. On va se lever à 4h30. Non. 4h30, heure de quel pays? 4h30, heure de chez nous. Donc, ce sera l'heure de chez vous. Donc, c'est 4h30. On va chanter des chants grégoriens pendant 1 heure. Vous allez voir, c'est magnifique. Le matin, ça nous met en inspiration. Ensuite, on a chacun à peu près 40 minutes de tâches ménagères. Nous, ce que nous invitons, c'est vivre l'expérience. Ok. Après, si vous voulez bien, nous irons déjeuner en silence. D'accord. Et après, bah, en fait, vous aurez le reste de la matinée pour nous donner vos programmes dispensés. On s'arrêtera à peu près vers midi. 1 demi-heure de tâches ménagères. Ensuite, nous allons déjeuner. Pendant 30 minutes. Ensuite, vous allez nous donner le cours. Après, on s'arrêtera dans le milieu de l'après-midi pour faire à peu près 40 minutes de chant grégorien. Et ensuite, si vous voulez bien, on pourra terminer, une fois qu'on aura passé le repas vers 18h, on passera toute la soirée jusqu'à peu près, si vous voulez, 11h. Je vous ai dit oui, mais vous m'avez précisé la date? La date? Parce que je crois que je ne suis pas là ce jour-là. Je l'ai fait. Non, je l'ai fait. C'était une expérience hallucinante. C'est quand même incroyable d'avoir des personnes qui mangent sans faire du bruit. Parfois, je m'étais dit, même la fourchette, elle est jésuite. Tu aurais cru que la fourchette, elle avait un amorti à l'intérieur quand elle rentrait dans le porridge, qui était porridge. Mais c'est intéressant de voir combien tous, ils étaient en joie. J'étais touché par ça. De voir qu'aucun ne ronchonnait sur la moindre tâche ménagère qui changeait tous les jours. Pour eux, chaque geste était un geste divin. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient une conscience et une concentration dans ce que j'étais en train de leur enseigner, comme dans ce qu'ils étaient en train de faire qui était supérieur. Et c'était un truc de dingue parce que pour la première fois de ma vie, quand j'enseignais, je pouvais aller mais peut-être 10 fois plus vite. Je leur disais une fois les choses, ils mettaient en application. Et vous savez quoi? Ils se rappelaient tout de suite. C'est-à-dire que parfois, ils m'écoutaient comme ça et j'envoyais, ils ne prenaient pas de notes. Donc je leur disais, vous savez, attention, chez moi, les questions sur les exercices sont prédominantes parce que chaque question va déterminer l'ouverture d'un espace neurologique et cette séquence, quand on la cumule ensemble, va générer
tout un élément qui permet la transformation et l'intégration de l'information, et du coup, une synaptogénèse qui va être beaucoup plus facile. Donc, très important, je vous demande de répéter à la lettre mes questions. Les stagiaires qui sont avec moi me connaissent ici, je suis un psychopathe par rapport à ça. La question, c'est la question. Tu débordes pas. Quand tu fais une séquence de travail, tu respectes la question. Tu l'inventes pas parce que celle-ci, je l'ai testée par IRM ou IRMF. Donc il n'y a pas d'espace. C'est pas je pense que c'est voilà ce qui va se passer. C'est cette phrase-là et pas une autre. Et je me disais, il y en a qui prennent pas de notes. Eh bien, ils n'avaient pas besoin d'en prendre. Parce que après, quand je regardais la phrase, la séquence, jusqu'à 5, 7, 8 phrases, selon les techniques, à l'excellence. Ils avaient une conscience, les mecs, incroyable. Et c'est intéressant parce que, après, quand je suis rentré, je me suis rendu compte, alors, imaginez, je les ai quittés, moi, on est à peu près le vendredi matin, le soir, on fait Shabbat, avec la famille, avec ma belle-mère tunisienne. Autant te dire que là, tu as sentiment de passer de la petite maison de la prairie, okay, à une rave party avec des mecs qui sont tous sous cocaïne. Un truc de psychopathe. Avec Yallah, Yallah, vas-y bouffe. Avec, t'as envie de dire, ma belle-mère, son critère, c'est que si t'es pas en train de mourir quand tu bouffes, tu l'aimes pas. Alors, vas-y, hey, je t'ai fait ton radis, merci, c'est super gentil, Anna, merci. Hey, je t'ai fait aussi tes boulettes. Ah, les boulettes aussi, c'est bien les boulettes. Et ton poulet rôti. J'ai dit, mais il y a un moment donné, combien de plats tu vas me faire? Moi, je l'ai soupçonné de vouloir me tuer. Elle avait inventé un nouvel homicide. On ne pourrait pas la porter plainte pour homicide de bouffe. Je vous jure que ma belle-mère, elle est comme ça. Tu es obligé d'esquiver. Parfois, heureusement, merci mon Dieu qu'il y avait mes animaux. Ah, mais vraiment. Par contre, j'ai juste un problème chez le vétérinaire, c'est qu'à chaque fois, tu dis, mais vos chiens, ils sont en surpoids. Vous les faites courir tous les jours, mais on a Shabbat une fois par semaine. Il ne faut pas le rapport. Viens chez moi, tu vas voir le rapport. Intéressant. Donc d'abord, ce qu'il faut faire pour développer une logique nutritionnelle, alimentaire, c'est vraiment de se dire, je vais prendre le temps de préparer. On a aussi remarqué que plus on a une assiette qui était grande, ok. Alors, pas ça, c'est pas ça que je vais vous dire. C'est vrai que plus qu'elle est grande, plus on en met. Mais plus elle est grande, et plus on met des couleurs différentes, et plus le cerveau, il déclenche plutôt le sentiment de satiété. Vous savez pourquoi on grossit? Parce que la plupart du temps, on n'écoute plus notre sentiment de satiété. C'est-à-dire qu'il y a un début, quand on mange, où le corps, il dit « c'est assez ». Et toi, tu dis « j'ai pas terminé mon assiette ». Alors, on va faire un retour en arrière. Quand tu étais petit, tu étais en train de bouffer, et ta mère te disait « tu m'aimes ?»« Oui, maman. »« Termine ton assiette. » Pire encore, « tu m'aimes ?»« Oui, maman. »« Termine ton assiette, parce que tu sais qu'en ce moment, il y a des petits biafrais, ils sont en train de mourir de faim. » Donc d'abord, tu es en train de dire, pour que ma mère m'aime, il faut que je bouffe. Et surtout, si je bouffe, j'aurai moins de sentiment de culpabilité. C'est-à-dire que dans ta vie après, le jour où tu n'es pas bien, le jour où tu culpabilises de quoi que ce soit, il y a une alerte programmée qui dit « Hey, bouffe, ça ira mieux. » Il y a aussi un vieux réflexe qui est de dire « Termine ton assiette. » Pourquoi? Je n'ai plus faim. Voilà, donc on s'arrête. Ben non, parce que mes parents, ils ont connu la guerre. Alors les parents qui connaissent la guerre, ils te disent « On voit bien que tu n'as pas fait la guerre. » Un jour, je leur ai dit « Je vous en supplie, laissez-moi, si un jour il y en a une, la faire. Juste pour que je puisse bouffer tranquille. Je te jure, je serai comme toi, je pourrais choisir, tu ne me feras pas de réflexe, mais je te jure, il y a n'importe quelle guerre dans le monde entier, d'ailleurs je suis même parti. Je la ferai. Parce que eux, ils avaient une vision de pénurie. La dernière fois, j'emmène ma mère au restaurant.
génial, j'adore ma mère, je la vois manger, c'est un régal. Et je dis, maman, arrête-toi, t'as plus faim. Oui, mais non, je vais quand même terminer mon assiette quand même. Je dis, mais juste quand même de quoi? Bah quand même, mon fils, tu m'invites dans un beau restaurant, ça coûte cher. On va terminer l'assiette. Tu connais Hermine, hein? Je parle à mon cousin, il y a mon cousin qui est là-bas, puis il y a ma cousine qui est là-bas, puis il y a une petite cousine qui est à côté. Et puis il y a la collègue que je ne connais pas du tout de mon cousin qui est à côté qui me regarde. Salut. Non, il fallait remplir la salle parce que ce soir, vous... On n'a pas une vie facile. Et donc je dis, maman, juste un truc, pourquoi tu veux terminer ton assiette? T'as plus faim. Mais parce que mon fils t'a payé. Alors maman, je vais t'expliquer. Viens, on va faire un peu de gestion si tu veux bien. Voilà. Le plat que tu es en train de terminer, tu es d'accord? Allez, admettons qu'il coûte 24 €. Alors, faut que tu saches que sur ces 24 €, Mouti, c'est le nom de ma mère, enfin, Mouti, ça veut dire maman en autrichien, ma mère est autrichienne. Pour ça qu'il y a un rapport à la bouffe un peu bizarre, la totonne. Je dis, maman, sur les 24 €, tu as 4 € de bouffe. Le reste, tu es en train de payer l'environnement, les charges, le fisc, parce que le mec, il n'a pas payé, c'est sûr, les charges salariales, les charges patronales. Ensuite, il y a la taxe professionnelle, il y a la taxe d'investissement, il y a la taxe foncière, il y a la taxe immobilière. Voilà. Et là, il reste 4 € pour la bouffe, maman. Donc, en fait, tu es en train de faire chier pour 4 €. Donc, arrête de manger si tu n'as plus faim, parce que tu es en train de faire des économies pour rien, là. T'as plus faim? Non. Lâche l'affaire. Et c'est bizarre, hein? Parce qu'elle était là, elle te regardait, puis discrètement, son doigt disparaissait chez l'élasto sur le côté. Horrible. Mais vous savez, le conditionnement qu'il y a derrière tout ça, c'est énorme. C'est énorme. Mais cette conscience, elle n'est pas simplement dans la préparation, elle est vraiment aussi dans la façon de manger. On ne mastique plus. Il y a un vieux sage en Israël que j'ai rencontré, le père d'un ami, un très très grand vieux monsieur, un grand rabbin. Il m'a dit un truc un jour qui était très intéressant. Il m'a dit, tu sais, tu dois boire ce que tu manges et tu dois manger ce que tu bois. C'était le Rambam qui disait ça. Rambam, c'était un très 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 grand sage juif qui a été à la base de beaucoup de choses en termes de nutrition et notamment de médecine. Quand il me dit ça, je ne comprends pas. Tu dois manger ce que tu bois et tu dois boire ce que tu as mangé. Il me dit ça, et je dis, explique-moi. Il dit, non, va lire le Rambam. Il y a un livre sur la nutrition. Alors, le week-end, pendant Shabbat, t'as que ça à faire, je lis ce bouquin qui est incroyable, de bonne vérité. Ah, dans le bouquin, ils vont dire un truc important. Le matin, mangez bien. Le midi, mangez moins. Le soir, mangez beaucoup moins. Ce que tout le monde vous dira aujourd'hui, vous savez, un petit déjeuner, c'est tellement important. Enfin, le Rambam, quand il a écrit ça, là, à l'époque, il y avait des blés sa mère, c'est-à-dire qu'en valeur nutritive, tu mangeais une tranche de pain, tu en avais pour 72 heures quand même. Okay, l'espèce de beurre qu'ils mettaient à base de graisse dessus, là, c'était un truc, écoutez-moi bien, même en hiver, tu sors à poil, t'as pas froid. Ça avait une valeur nutritive. Vous le savez aujourd'hui, quand on croque dans une pomme, aujourd'hui, là, maintenant, il y a 400 fois moins de valeur nutritive, 400 fois moins que dans celle qu'on mangeait il y a ne serait-ce que 80 ans. Juste en termes de vitamine C, par exemple. Donc ça veut dire qu'on vit dans un monde du Canada Dry. On pense que la nourriture, c'est la même qu'hier, mais c'est plus la même qu'hier. Marion pourrait vous parler de tout ce qu'il y a autour du gluten. 40 fois plus de gluten aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Dans le même pain. C'est un truc de fou. Donc toi, tu manges ta toute petite baguette comme quand tu étais petit, mais la baguette d'aujourd'hui a tellement de gluten que ton corps ne peut plus l'assimiler. Et le cerveau encore moins. Ça veut dire que, en fait, lui, le Rambam, il disait, à un moment donné, je vois la phrase, vous devez boire ce que vous mangez et vous devez manger ce que vous buvez. Et le gars, il te disait un truc très intéressant, il disait, quand tu mastiques, tu dois tellement mastiquer que quand tu avales, c'est limite liquide. Tu dois boire ce que tu manges. Et attention à l'eau, parce que l'eau, on a tendance à l'ingurgiter. Eh ben non. L'eau, vous la prenez et vous prenez le temps, limite, de la mastiquer. Parce que quand vous faites ça, vous faites des petites gorgées. Quand vous faites des petites gorgées, en fait, l'hydratation est bien meilleure au niveau intracellulaire. Prouvé bien après le Rambam, bien naturellement.
Mais ça veut dire pour ça qu'il faut faire quoi? Être conscient quand je mange, que je mastique. Ce que vous ne ferez jamais si vous êtes distrait, ça c'est certain. D'accord? Autre chose, quand on a commencé à mettre en place la psychoneuronutrition en France, on a travaillé avec une association pour obèses. Attention, pas n'importe laquelle, des obèses morbides. On voulait voir si les principes qui fonctionnaient sur la psychoneuronutrition marchaient avec les personnes obèses. On a eu 88% de taux de réussite avec aucune récidive après 3 ans. C'était énormissime. Vous savez, la première chose qu'on leur apprenait, c'est de venir manger avec nous. Vous savez, la première chose qu'on leur apprenait quand ils viennent manger avec nous? À poser la fourchette. C'est-à-dire, tu prends une fourchette, tu mets ta fourchette, tu poses ta fourchette, tu mastiques. Et une fois que c'est liquide, tu prends ta fourchette. Vous savez que la première fois qu'on faisait ça, il n'y en a pas un seul qui terminait son repas. Pas un seul. Pourquoi? Parce qu'en fait, la mastication, le système de mastication, en fait, déclenche au niveau sensorimoteur des structures qui alertent le cerveau que vous êtes en train de manger. Et en fait, le cerveau, à ce moment-là, accélère le sentiment de satiété. Si vous ne mastiquez pas, en fait, le cerveau n'a pas le sentiment que vous mangez, et quand vous êtes complètement repu, et que le signal monte au cerveau, à peu près 20 minutes après, il est trop tard. Ça fait déjà 20 minutes que vous êtes en train de vous gaver pour rien. Alors que quand tu mastiques, en fait, le sentiment de satiété vient plus tôt, et curieusement, vous mangez la quantité de nourriture que vous devriez manger. Maintenant, quelle est la quantité de nourriture que vous devriez manger? Sachez une chose, c'est que cette quantité représente, broyée, l'équivalence de votre poing. Votre poing, quel qu'il soit, le vôtre, fait la taille de votre estomac. D'accord? Exactement la même. C'est-à-dire ce que vous mangez, broyé, chaque repas ne doit pas dépasser ça. Chaque fois que vous dépassez ça, ce qui est pas mal déjà, hein, quand même, hein, il y en a qui vont dire « j'ai un petit poing ». Mais c'est parce que tu as un petit corps. Parce que logiquement, tu as un grand corps, tu as un gros poing. Donc pas de frustration, logiquement. Alors si vraiment tu es né avec un gros corps et des petits poings, dommage. Mais c'est juste important de comprendre que quand vous mastiquez et que vous mangez cette quantité-là, il va se passer quelque chose d'intéressant. C'est qu'à ce moment-là, en fait, curieusement, vous mangez l'énergie dont vous avez besoin et pas plus. Pas de stockage. On a aussi remarqué que les personnes qui étaient naturellement minces, vous savez quoi? Mangent n'importe quoi. Non, mais ça, c'est-à-dire que moi, je vous dis une fois encore, je bois un verre d'eau, tu prends 4 kilos. La personne, elle mange de la charcuterie, sa mère, ces trucs. Pourquoi cette injustice? Parce que la personne, elle ne mange que quand elle a physiquement faim, ok, et elle s'arrête au début de la satiété. Elle ne mange pas quand elle est affamée, ou elle ne mange pas quand elle n'a pas faim, elle mange quand elle a physiquement faim. C'est le point commun de toutes les personnes naturellement minces. D'ailleurs, c'est intéressant de voir, vous avez remarqué que les seuls animaux obèses dans la nature sont les animaux de compagnie? Bon, je ne parle pas du cochon vietnamien, c'est sa nature. Je crois que Dieu, le jour où il a fait le cochon vietnamien, il était énervé. Il s'est dit, il faut qu'au moins il y ait un animal qui soit tellement moche que chaque animal de la planète, quel qu'il soit, quand il le verra, se sentira beau. C'est un hymne à la beauté. Mais sinon, pour tous les autres animaux, tu vois un lion, le lion se lève, après avoir, comme tous les lions qui se respectent, il y a des lions en termes d'horoscope dans cette salle? Ça marche que pour les lions, pas pour les lionnes. Non, parce que le lion fait au moins 14 fois l'amour par jour. Et quand il se lève, il a encore de l'énergie pour choper une gazelle. Je ne dis pas ça parce que je suis lion. Mais je le dis quand même. Donc le lion, il va choper la gazelle. Bon, alors les lionnes font le boulot, lui, il va bouffer, d'accord. Non, finalement, même dans la nature, les choses sont plutôt bien réparties. Oh, ça va. Je sens déjà les commentaires qui vont fuser. Ouais, t'es trop dégueulasse, t'es qu'un porc. Balance ton quoi. Détendez-vous, je plaisantais. Quoique. Donc le lion, une fois que les gazelles ont fait le boulot, les lionnes,
La gazelle, elle est morte, la pauvre. Moi, une fois que la lionne, elle a fait son boulot, que le mec, il débarque, il fait, excusez-moi, je viens de niquer, là, il faut que j'ai faim, il faut que je bouffe, je veux de la viande. Bref, un Français moyen, d'accord? Et ben le lion, quand il bouffe, à un moment donné, il se dit pas, oh, mais il en reste, je la termine. On sait jamais, demain, ça se trouve, les lionnes, elles vont pas faire le boulot. En plus, avec le truc Femen, là, en ce moment, ils sont en train de faire n'importe quoi, ils vont faire la grève, laisse tomber. Les lionnes, laissez, je termine. Mais s'il fait ça, il va devenir gras, gros, et sa survie est menacée. C'est-à-dire que le lion, il se projette jamais dans une vision de pénurie. Il mange quand il a faim, et il s'arrête de manger quand il est à satiété. Vrai ou pas? Alors après, vous avez une autre race qui s'appelle le cocker, mais ça, on oublie. Le cocker, je crois que de tous les animaux, le cocker est un animal, si tu le remplis de bouffe, il ne s'arrêtera jamais. Mais j'ai appris après que les cockers en France étaient tous dégénérés parce qu'ils venaient tous du même père ou des trucs. Je vous dis ça, je plaisante à peine, d'accord? On met le cocker à part et le cochon vietnamien. Et le bulldog français. Nous, on va terminer notre assiette. Nous, on va se dire, bon, quand même, c'était un bon repas. C'est le repas du jour de l'an. J'ai plus faim, mais je vais quand même terminer. Il y a encore combien de plats? 14. C'est pas grave, c'est le jour de l'an. Je mettrai juste 7 jours pour m'en remettre. Non, mange quand tu as faim et arrête-toi de manger. Autre chose qui est intéressante, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi rentrer dans une autre conscience. C'est la conscience alimentaire de comment je me sens après. C'est-à-dire qu'il y a un indicateur qui est l'indicateur de votre niveau d'énergie. Regardez, quand vous avez mangé, regardez-vous comment vous vous sentez une demi-heure, 1 heure et 2 heures après. C'est le meilleur indicateur énergétique qui soit. Parce que pourquoi? Ça provient de l'énergétique chinoise. Dans l'énergétique chinoise, ils te disent que quand on fait, vous savez, il y a plusieurs prises de pouls ici qu'on va faire. On peut retrouver ça aussi dans la médecine ayurvédique, c'est la même chose. Dans la médecine ayurvédique, ils vont vous prendre le pouls à 3 endroits différents. Et ces 3 endroits différents seront pris à une demi-heure, 1 heure et 2 heures d'écart du repas que vous avez mangé. Selon la nature du pouls, la personne est capable de dire l'aliment que tu as pris tout à l'heure, c'est pas qu'il n'est pas bon, c'est que le mélange que tu as fait, il n'est pas pour toi. Il y a des personnes qui vont vous dire ne mélangez pas l'amidon, c'est-à-dire les patates, avec le steak. C'est vrai pour certaines personnes, pas vrai pour d'autres. Parce qu'il y a des réactions biochimiques qui sont différentes selon la nature des individus. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une valeur qui est une valeur qui ne peut pas être mise en question, c'est votre rapport énergétique. C'est-à-dire que si tu as mangé et qu'une demi-heure après, tu te sens en pleine forme, après avoir mangé, qu'une heure après, tu te sens en pleine forme et que 2 heures après, tu es toujours en pleine forme, tu peux être sûr que l'alimentation que tu as prise et les mélanges que tu as proposés sont bons pour toi. Si une demi-heure, 1 heure et 2 heures après, tu es encore dans le pâté, c'est que il faut que tu changes la nature de ce que tu as mélangé. C'est bon pour vous ou pas? Ok. Naturellement, ça c'est un des grands piliers. Le deuxième pilier, ça va être d'avoir une activité physique régulière. Marion nous en a parlé tout à l'heure. On va vous le dire depuis la nuit des temps. Avoir une activité physique, c'est pas obligatoirement faire du sport, même si c'est ce que je préconise, d'avoir une activité sportive, mais ne serait-ce que d'avoir une activité physique régulière, journalière, c'est le top. Faites une demi-heure de marche nordique par jour et je peux vous garantir que déjà, vous allez réguler un tas de choses. D'abord, vos neurotransmetteurs, pour la plupart d'entre eux, surtout si vous vous promenez dans un espace de nature, forêt, mer, lac, un espace nature, d'accord? Écartez un petit peu de la civilisation. Ensuite, parce qu'en fait, vous avez surboosté votre système neurolymphatique, vous allez augmenter votre rythme cardiaque, vous allez avoir une meilleure circulation. À un tas d'égards, c'est bon. Naturellement, faites aussi attention à ce que vous buvez. Tu l'as dit tout à l'heure, ceux qui boivent encore du soda aujourd'hui sont suicidaires. C'est important. Et puis, on ne parlera jamais aussi qu'il y a un lien profond entre la qualité de votre sommeil et votre alimentation. Si vous avez une bonne qualité de sommeil, ça favorisera une intégration, une assimilation et un choix alimentaire qui est complètement différent. On a remarqué que, par exemple, les personnes en surcharge pondérale, pour la plupart d'entre elles, ont des difficultés de sommeil, qui va même jusqu'à créer l'apnée du sommeil. Vous regardez, on dit qu'à peu près 60 à 72% des personnes qui sont obèses
sont tous sur assistance respiratoire la nuit parce qu'ils font de l'apnée du sommeil. D'accord ? L'un n'est que la conséquence de l'autre. C'est juste important de comprendre ce cheminement-là. Et qu'après, quand c'est déclenché, c'est très, très, très difficile de revenir en arrière. D'accord ? Donc, si vous avez une bonne hygiène de vie, que vous mettez un peu plus de conscience dans les alimentations que vous allez avoir, dans les choix que vous allez faire, dans écouter votre corps, juste écouter votre corps, observez comment vous vous sentez après les repas, prenez du temps pour vous. Manger, c'est un moment sacré. Manger, c'est ce qui va garantir, c'est le premier, peut-être le plus important des piliers de votre santé personnelle. Parce que la qualité de votre énergie va vous permettre de pouvoir déployer ce que vous avez à faire et surtout vous permettre de pouvoir ensuite mettre en place tout ce que vous apprenez dans votre vie pour réussir. C'est intéressant de voir que les plus grands qui réussissent ont aussi une discipline de faire par rapport à l'alimentation. Pour ça, il va falloir qu'on quitte toutes les idées reçues. Comme celle dont je vous parlais tout à l'heure. Combien de fois on nous a dit, moi quand j'ai à ma mère, maman, je ne déjeune pas le matin. Je lui dis 120 fois. Mais tous les petits déjeuners, il fait, je t'ai préparé ton petit déjeuner. Je dis, maman, juste ça fait 4 ans. Tu sais très bien, je ne mange jamais le matin. Oui, mais pour une fois, tu sais, c'est important le petit déjeuner. Bah, regarde. Dans quel état de santé t'es, quoi. Je me suis jamais senti aussi bien de ma vie que quand j'ai fait du jeûne intermittent. Je me suis jamais aussi bien de ma vie quand, en plus, j'ajoute de l'alimentation crue, quand je fais attention à ce que je mange. Je sors beaucoup parce que je voyage pas mal, et ça ne m'empêche pas de faire attention à mon alimentation. Ça ne m'empêche pas non plus de temps en temps de faire ce qu'on appelle un cheat day. Ça ne m'empêche pas de manger de la viande Shabbat. Mais je vais faire aussi attention à la qualité de la viande que je vais prendre. Je vais mettre aussi de la conscience là-dedans. Je vais faire attention à ce que je vais marier. Mais si vous mettez plus de conscience nutritionnelle, si vous faites attention à votre alimentation, si vous lisez les bouquins de Marion et que vous prenez le temps de les appliquer, parce qu'il y a tellement d'informations que parfois, je vous le dis, ne vous ruez pas sur tous les bouquins, même s'ils sont tous passionnants, vous en prenez un et vous l'appliquez cette année. Et juste vous observez comment vous allez vous sentir par rapport à ça. Et vous verrez que quand vous allez travailler votre alimentation, il y a tout le reste qui va aller. Vous n'imaginez pas à quel point il y a un lien entre l'alimentation et l'apprentissage. À quel point il y a un lien entre l'alimentation et la libido. Allez voir un documentaire sur Netflix qui s'appelle Game Changer. Faites-le. C'est très intéressant, Game Changer. C'est l'histoire d'un mec qui faisait du MMA, qui s'est blessé. Son idole, c'était Bruce Lee. Quand Bruce Lee s'est blessé, il avait passé 6 mois de son temps à mettre en place une méthode de combat parfaite. Et il s'est dit, moi, je suis blessé. Pourquoi ? Qu'est-ce que je peux faire pour plus vite récupérer ? Et vous verrez à quel point la plupart des grands athlètes américains ont changé leur alimentation. Et en fait, il va vous expliquer plein de choses. Ce documentaire est juste hallucinant. Le monde, il est en train de changer. Il y a des patterns qui sont en train de changer. Il y a des ambassadeurs et des ambassadrices qui sont en train de vous dire l'alimentation, on doit la changer. Pas simplement pour notre simple tête, mais pour une communauté tout entière. Mais si vous mettez plus de conscience alimentaire, si vous vous concentrez un peu plus sur ce que vous devez faire pour bien vous nourrir, je peux vous garantir que quoi qu'il arrive, ton corps te dit merci. Merci beaucoup. Merci.